Bonsoir, vous regardez Click, c'est tous les jours du lundi au vendredi à 19h50 à la télévision et comme vous voulez sur MyCanal. Aujourd'hui, nous allons vous faire revivre les meilleurs moments de Click avec Carl Lewis, Edgar Morin, Manu Payet, sans oublier HF et Migraine de Roman Frécinet. Tout de suite, on accueille Estelle Yoka Mosley. Bonsoir Estelle, bienvenue chez Click. Merci. Bonsoir à tous. Estelle, vous êtes la première boxeuse française championne olympique. C'était à Rio en 2016 et on s'en lasse pas. Estelle Mosley, en bleu, championne du monde en titre, est en finale. Split decision. Dans les loges, on voit votre mari Tony Yoka qui a été également champion olympique à Rio. En juin dernier, vous êtes devenue championne du monde IBO des poids légers. Qu'est-ce que c'est que ce couple ? Ça va, on marche bien. Ouais. Notre sport nous va bien. Non, mais c'était la suite logique derrière de tenter autre chose chez les professionnels, après les Jeux, après la médaille, après l'or. J'ai voulu voir de nouvelles choses, m'entourer d'un staff différent et forcément, comme je vise à chaque fois le meilleur, l'idée c'était d'être championne du monde. Et en ce moment, vous vous professionnel. entraînez ? Ouais, je m'entraîne en ce moment. Estelle, vous êtes née en 1992. Vous avez grandi en banlieue parisienne. Votre père est congolais, votre mère ukrainienne. Couple mixte qui quitte l'Ukraine pour pouvoir vivre leur amour librement. Arrivés en France, ils repartent de zéro parce qu'aucun de leurs diplômes, il faut savoir qu'ils avaient doctorat et bac plus 5, n'était reconnu par l'État français. Ils deviennent intendante et magasinier dans un lycée. Est-ce que vous, ce parcours de vos parents, cette façon de ne pas renoncer, de toujours recommencer, c'est quelque chose qui vous a inspiré dans votre combat de sportive ? Ouais, complètement. C'est quelque chose qui m'a inspirée, qui a fait la personne que je suis aujourd'hui. Ils n'ont jamais rien lâché. Ils ont fait aussi beaucoup les choses pour leurs enfants. Donc forcément, à chaque fois que je mène un projet, mes combats, mes études, c'est dans le but d'honorer un peu ce qu'ils ont fait. Et je sais qu'ils ont travaillé dur, qu'ils ont fait ces choix-là pour leurs enfants. Donc c'est la moindre des choses que leurs enfants leur rendent la monnaie. En 1996, le magazine sportif américain Sports Illustrated vous a élu The Best Ever, le meilleur sportif de tous les temps. La couverture, c'était ça. Elle est derrière moi. Karim Benani, Carl Lewis, c'est avant tout un palmarès. Oui, vous êtes un modèle de longévité, Carl Lewis, près de 20 ans de carrière. Et puis surtout, ce chiffre, Carl, ce chiffre, Mouloud, 9 comme 9 médailles d'or olympiques. On le voit juste derrière Mouloud, à Los Angeles et Séoul, dans les années 80. À Barcelone et Atlanta dans les années 90, vous vous situez tout en haut des athlètes les plus titrés au JO. Et vous êtes aussi champion du monde à 8 reprises également. Vous avez écrit votre légende sur la piste déjà, Carl, en étant le roi du sprint, en brisant le mur du temps, recordman du monde du 100 mètres à plusieurs reprises, évidemment. Et puis dans les airs. Et c'est ça votre vraie différence avec les autres sprinteurs, Carl Lewis, et votre ressemblance aussi avec votre idole de toujours, Jesse Owens. Le saut en longueur, Carl, un saut dans le temps comme ce saut de 1996. On le voit ici à l'image, en 1996 à Atlanta pour votre dernière médaille d'or olympique. Vous avez alors 35 ans. On vous voit ici comme suspendu dans les airs, dans le temps, pour tutoyer les légendes qui sont au-dessus des autres. Mouloud, Carl Lewis en est une. Carl Lewis, Merci. est-ce que vous avez conscience d'être entré dans l'histoire ? Well, yeah, it's Oui, it's an interesting thing. c'est intéressant quand même quand on commence en tant que jeune sportif. Et puis, moi, j'ai commencé à 8 ans. J'étais petit, j'ai jamais pensé que je représenterais grand-chose en sport. Moi, ça m'amusait. Puis, c'était un peu une affaire familiale. Et puis ensuite, je suis allé gagner une médaille olympique. Et puis, une médaille d'or. Et puis, c'est revenu 4 fois. Et surtout, au saut en longueur, on peut même pas imaginer ça. Vous aviez 12 ans quand vous avez commencé la boxe, seule fille dans votre cours de boxe. Et à 17 ans, vous intégrez l'équipe de France de boxe. Et en parallèle, vous faites des études. Après le bac, vous intégrez une école d'ingénieur. Quand on voit ce parcours, quand on voit cette abnégation jusqu'à devenir championne olympique, on se dit, est-ce qu'on a le temps d'avoir une vie à côté ? Parce que ça prend énormément de temps, en fait, tout ça.
Ça prend beaucoup de temps, il faut faire des choix à certains moments. Et des choix, j'en ai fait. C'est vrai que j'avais pas forcément le parcours classique d'une fille de mon âge. J'avais pas... Est-ce que c'était quoi la détermination pour aller dans un cours de boxe à 12 ans quand on est la seule fille? Déjà, c'est une éducation pour moi de faire du sport. C'est comme l'école. Mes parents m'inscrivent à l'école et ils m'inscrivent dans un sport. C'est une manière de s'éduquer, d'apprendre. On apprend à l'école, on fait travailler l'esprit et au sport, on fait travailler le corps. Donc je ne me posais pas vraiment la question de est-ce que c'est dur d'y aller, est-ce qu'il faut concilier? Non, en fait, c'est comme ça. Bien, le sport, c'était également très important dans ton adolescence. Qu'est-ce que ça t'a donné comme arme que tu utilises aujourd'hui? Le sport, parce qu'elle vient de dire que le sport, ça faisait travailler le corps, mais évidemment pas que. Oui, et vous êtes bien placé pour le savoir. Le sport, ça fait aussi beaucoup travailler l'esprit, justement. L'esprit, l'humilité, apprendre à perdre, apprendre à ne pas lâcher l'affaire, et puis l'envie de se dépasser, le goût de l'effort. Ouais, j'étais très sportif, évidemment. Pour moi, c'est une des meilleures écoles de sport. J'aimerais faire appel à la mémoire du plus grand sportif de tous les temps, Mohamed Ali, qui disait que l'entraînement du corps était aussi important que celui de l'esprit. Est-ce que c'est ce qui vous maintient? Entraîner l'esprit, c'est tellement important pour ce qu'on veut accomplir. Bon, moi, j'ai fait du saut en longueur. On parle toujours du sprint, mais moi, j'étais sauteur en longueur. Si on perd une seconde, tout ce mouvement qui se passe en une seule seconde, il faut former son esprit pour rester complètement concentré, pour ne pas faire d'erreur du tout. Et ensuite, entraîner le corps encore et encore et encore, jusqu'à ce que le corps puisse faire ça tout seul, sans réfléchir. Mais ça commence par l'esprit, parce que sinon, on ne peut pas se dire « moi, je vais m'apprendre quelque chose ». Et quelque chose auquel il faudra que je fasse sans réfléchir à chaque fois. Qu'est-ce qui se passe dans cette seconde magique, quand on est dans les airs? Croyez-le ou pas, quand on quitte le sol, on sait si c'est un bon saut ou pas. Donc maintenant, on touche la planche et on se dit « Ah, c'est super, ça a été un super décollage ». Et il faut rester concentré pour bien exécuter le mouvement. Parfois, on est un petit peu excité, on se dit « Ah, c'est super, on atterrit pas bien avec les pieds ». Et donc, moi, je voulais que tout reste très technique. Et j'étais pas très émotionnel dans le sport jusqu'à ce que la course se termine. Je ne demandais pas tellement des applaudissements. J'ai expliqué ça à mes enfants et aux athlètes que j'entraîne. Je leur dis « Moi, il faut quand même une chanson qui me donne de la puissance. Et est-ce qu'on n'a pas toujours besoin d'une chanson pour s'entraîner, pour se motiver quand on fait un examen, etc. On apprend à faire ces choses-là et on les accomplit. Donc, pour moi, ça a toujours été une question de vraiment... Je voyais ça comme du boulot. Il faut s'occuper du boulot, faire bien courir, chaque geste l'un après l'autre. Et ensuite, là, quand c'est terminé, on peut faire la fête. Karim Benani, Jacques Chirac et le sport. Il est évidemment associé à 1998, bien sûr, à ce succès de l'équipe de France en Coupe du Monde. Jacques Chirac, 2 jours après cette victoire historique, il y a la fameuse Garden Party à l'Elysée et le président est tout fier d'accueillir les Bleus, récemment champions du monde, même si tout ne se passe pas comme prévu. Je voudrais saluer, au nom du gouvernement, en mon nom et au nom de toute l'équipe de France, tous les jeunes. Et je leur fais un cadeau. Le plus beau cadeau qu'ils puissent rêver, l'équipe de France et la Coupe de France, la Coupe du Monde, pardon. C'est évidemment un moment qui est resté mythique. On en soulève aujourd'hui qui confirme évidemment que Jacques Chirac n'était pas un grand connaisseur, mais son appétence pour le sport ne doit pas être réduite évidemment à son manque de culture footballistique. Le foot, sport populaire, Jacques Chirac l'était également à son époque, mais il était surtout quelqu'un de raffiné. L'historien Patrick Clastre disait « Jacques Chirac passa sa vie au musée Guimet plutôt que sur les terrains de foot ou de rugby ». C'est dans ce musée national des arts asiatiques que Jacques Chirac va se passionner pour un sport totalement improbable. Regardez, le sumo, une passion moquée par certains comme Nicolas Sarkozy qui déclara, je cite, « Comment peut-on être fasciné par ces combats de type obèse aussi au chignon gominé ?» Fin de citation. Parle de moi là. Pas de chignon. Un nom violent. Et pourtant, Jacques Chirac en était fou des sumos. Il a créé un tournoi spécial à Paris, le tournoi de sumo à Paris, la Coupe Jacques Chirac, ça s'appelait à l'époque, l'un des tournois les plus prestigieux d'ailleurs au monde. Et pour l'anecdote, il a même appelé son chien Sumo, figurez-vous. Jacques Chirac adorait le Japon, l'art asiatique, et pour lui, ce sport en était un. Il aimait les sportifs
plus que le sport. Finalement, sous sa présidence, il a confié les rênes du ministère des Sports à 2 anciens champions olympiques, Guy Dru et Jean-François Lamour, ce qui était une rareté d'ailleurs avant 1995 est devenu la normalité ensuite avec des sportifs à la tête de ces ministères. Enfin, autre preuve que Jacques Chirac vouait un profond respect à ces sportifs, justement, qui faisaient rêver les gens en 2006, au lendemain du fameux coup de boule, du coup de tête de Zinedine Zidane en finale de Coupe du Monde. Jacques Chirac accueille Zizou et ses coéquipiers et le président ne le blâme pas, au contraire, il l'absout et l'encense devant les caméras de télévision. Cher Zinedine Zidane, ce que je veux vous dire, au moment le plus intense peut-être, un moment dur de votre carrière, c'est l'admiration et c'est l'affection de la nation tout entière, son respect aussi. La grande carte. J'aimerais qu'on vous parle de champions qui sont très chers à mon cœur, qui se sont unis, des sportifs d'un nouveau genre, des gamers au grand cœur. Camille Dosser. Oui, en 2016, Estelle, le président de l'époque, François Hollande, vous avait félicité au retour de Rio pour vos résultats aux Jeux Olympiques. Hier, son successeur, Emmanuel Macron, a félicité des sportifs d'un autre genre, 55 gamers, mais des stars françaises du jeu vidéo sur Internet. Regardez son tweet, il a retweeté même une des stars en disant « Vous êtes inspirant et vous nous démontrez que tout est possible pour soutenir une cause pour laquelle on croit. Bravo !» Alors Zerator, Squeezie, Magla, Kameto et les autres, si vous jouez aux jeux vidéo, vous les connaissez forcément, ce sont les stars de la communauté. Ils ont plusieurs centaines de milliers d'abonnés sur les réseaux sociaux et pendant 2 jours et 3 nuits, depuis vendredi jusqu'à cette nuit, ils ont joué, ils ont appelé leur communauté à faire des dons pour soutenir l'Institut Pasteur et c'était assez incroyable à suivre. Hier, il est près de 23h quand plus de 500 000 personnes suivent en direct sur les réseaux sociaux le moment où on va passer à plus de 3 millions d'euros. Regardez. Moins de 4 000, moins de 3 000, moins de 2 000, moins de 1 000. Estelle, quel regard est-ce que vous portez sur ces jeunes qui sont considérés aujourd'hui un petit peu comme les nouveaux athlètes, les sportifs nouvelle génération, parce qu'ils s'entraînent un peu comme vous, ils ont un rythme, ils ont des régimes Il y a un point commun, c'est le mental en fait. Ouais. Il faut également un sacré mental pour être capable de faire ce qu'ils font. Ouais, il faut un sacré mental pour faire ce qu'ils font. C'est beaucoup d'heures devant l'écran, énormément. Et c'est quelque chose dont on parle de plus en plus, c'est bien, parce que je pense que comme le sport, alors moi je ne les considère pas comme des sportifs. Hein. Je dirais pas sportifs, parce que pour le coup, c'est différent, c'est très différent. Mais... Alors moi qui ai beaucoup joué, oui. Je peux vous dire que c'est du sport. Ah oui, c'est pas du sport qui fait maigrir, mais c'est du sport. Ouais. Ils doivent s'imposer quand même un rythme de vie un peu comme vous. Voilà, après, ouais, pourquoi pas athlète, pourquoi pas dire athlète, parce qu'il y a un rythme de vie à s'imposer, il y a beaucoup d'heures derrière, beaucoup d'heures à jouer, énormément. Je pense que mentalement, ça doit être très dur de tenir le rythme, donc forcément, il y a de l'entraînement derrière. C'est un des garçons que je kiffe le plus. Kameto, né à Corbeil-Essonnes, parcours scolaire classique, au collège Patatras. On se désintéresse des cours au profit des jeux vidéo, bac ES. Tu viens d'un milieu modeste, tu as été boursier, tu entames un parcours à la fac, mais les jeux vidéo gardent une place importante et on peut le dire littéralement, les jeux vidéo t'ont sauvé. Tu débutes sur League of Legends en jouant la nuit alors que tu loges chez une dame âgée, faute de pouvoir te payer une chambre. Et c'est comme ça qu'on t'a découvert. Tu es l'animateur de la nouvelle radio libre Radio Sex qui bat des records d'audience sur les réseaux sociaux. Et maintenant, on va parler de la Bro House. C'est une maison communautaire située à Marseille où, Kameto, tu as décidé de vivre avec tes amis. Est-ce que tu peux nous expliquer le concept ? Alors en gros, moi je suis streamer, donc tous les jours je joue des parties de jeu avec mes amis. Et on s'est dit, on va pousser le truc un peu plus loin. On va habiter ensemble dans une villa où on peut faire des trucs sur le canapé plutôt que de jouer et d'être avec un micro-casque et être chacun chez soi. Et du coup, on est tous partis à Marseille. Du coup, on fait des jeux vidéo ensemble. Et récemment, j'ai commencé une série qui s'appelle Plus jamais gros. Ouais, justement, Plus jamais gros, c'est une série dans laquelle vous montrez vos décisions de faire un régime et de vous y mettre. Ça m'inspire un peu. Je crois que je vais faire du Kameto. Et justement, il y avait une blague pendant le The Event qui a fait gagner énormément d'argent. C'est que Squeezie s'est mis à lancer un défi
Est-ce que tu peux nous le raconter? En gros, Domingo, juste à ma gauche, ouais. Il avait un donation goal, donc un but à atteindre en termes de donation, de faire le marathon de Paris. Parce qu'il avait déjà fait un semi-marathon en stream. Et il a dit 150 000 euros, il faisait le marathon de Paris. Le problème, c'est que ça s'est chauffé. Squeezie a envoyé tous ses donateurs sur la chaîne de Domingo. Du coup, il a atteint les 150 000 euros. Et pour se venger, Domingo a envoyé tous ses donateurs. Non, t'as fait un autre donation goal. Ouais, en gros, j'ai dit qu'à 250 000, du coup, Squeezie qui s'amusait un peu à aller envoyer tous ses justement donateurs chez les gens pour qu'ils puissent faire des trucs un peu fous. Je me suis dit qu'à 250 000, il allait m'accompagner et que lui aussi allait galérer avec les 42 km. Ouais. On regarde juste aussi l'extrait où il y a une incitation de faire un raid à vélo. Kameto s'est fait le défi de rentrer du The Event. Donc là, on est à Montpellier et il habite à Marseille en ce moment. Et il s'est dit, si j'atteins les 75 000 euros sur ma cagnotte, je rentre en vélo. Messieurs, dames, je déclare le raid sur le live de Kameto. Lancez tous à vos donations, faites péter sa cagnotte. On veut le voir rentrer en vélo. Allez-y. Allez, 60 000 2000 balles. Il manque 2000 74 On est pas du... Arrêtez. Moi, j'étais en panique. Hein. Parce que, plus du tout. Justement, au début, je me suis dit, je vais mettre 75 000 euros, je suis là. Mais tu les as fait là, derrière moi, il y a des images de Kameto à vélo. Ouais, je les ai fait. Donc, Marseille-Montpellier à vélo, c'est comment? C'est dur. Ouais. Parce que là, on le voit dans les images. Le vélo, c'est pas ton truc. Ah non, c'est pas. Ça fait mal aux fesses, principalement, surtout. Oui, mais c'est plat quand même, entre Marseille et Montpellier. Ouais, non, mais c'est la selle qui fait mal aux fesses. On s'habitue à tout. Pour le kiff. Dave, je montre un extrait de Plus jamais gros, la série de Kameto sur YouTube. Du coup, ouais, l'annonce, c'est qu'on va relancer le Kameto 30 parce que là, il fallait faire du sport. Là, ça commençait à devenir intolérable. Du coup, on a coach Morgan qui va s'occuper de nous pendant 1 mois. Normalement, c'est viande blanche, on est d'accord? Non, même viande rouge, c'est possible. Quand tu manges, il faut que la portion de viande, tu vois, elle fasse ça un peu. Tu vois ça là, ça tu peux l'enlever. Et là, tu vois dedans. Il faut regarder la catégorie. Là, tu vois, c'est en catégorie 2. C'est pas le mieux, ça veut dire. Le mieux, c'est 0 et 1. Ok, du coup, Morgan, les patates sont prêtes. Les légumes sont prêts. Ok, les gars, du coup, première séance de la salle. On est avec Morgan. Bravo. Merci. Donc là, on en est où? Là, j'ai perdu 17 kilos. Waouh. Ouais, et on continue. Kilos, ouais, en 2 mois, et on continue. Tout ça grâce à mon coach Morgan. Grosse dédicace à lui. Même s'il m'en a fait baver au début, là, je suis carrément un nouvel homme. Alors qu'il reste encore beaucoup de taf. Hein. Très bien, je vais peut-être m'engrainer. On part dans le Val d'Oise Mouloud, à Saint-Gratien, et plus précisément dans la cité des Raguenay. Là-bas, on a rencontré la Toho. Alors la Toho, c'est une équipe de street foot. En bon français, ça donne quelque chose comme du foot de rue. C'est une équipe qui est née il y a 5 ans. À l'initiative des jeunes de ce quartier qui se sont organisés en bas de leur immeuble. Et c'est la belle histoire de cette petite équipe qui petit à petit a gagné des tournois, qui s'impose dans la discipline pour finir il y a 1 mois en photo avec la légende Neymar pour un tournoi international à l'autre bout du monde. On regarde. Je m'appelle Chérif et je suis joueur de la Toho. Salut, c'est Mohamed, attaquant de la Toho. Je m'appelle Samba Kébé, je fais partie des fondateurs de la Toho. Moi c'est Mohamed, dit MP Cholo, cofondateur de cette fameuse Team Toho. La Toho, c'est l'équipe de foot d'un manga qui s'appelle Olivier Hatton. Je fais toujours référence à Mark Anders. Il a un peu notre histoire. Hein. Il a grandi tout seul avec sa mère et ses frères et sœurs. Donc il allait travailler pour aider sa maman, comme ils n'avaient pas de papa. Et puis voilà, c'est un peu des histoires qu'on rencontre chez nous, quoi. En gros, dès qu'on va parler de la Toho dans un quartier, ah ouais, faut qu'on les joue, ça nous donne une vraie motivation à affronter tout le monde, on n'a peur de personne. Donc on a commencé à faire 1, 2, 3, 4 tournois, et puis au fur et à mesure du temps, on les remportait ces tournois-là. Ça nous a ouvert des portes vers des plus gros tournois. Et puis de là, on a commencé à voyager, hein. Afrique du Sud, Maroc. Le dernier gros voyage, hein, il date de même pas 1 mois. Hein.
On était à Sao Paulo pour le tournoi Neymar. On n'est pas payé, on n'est pas des footballeurs pros, mais on arrive à faire le tour du monde un peu grâce à ça. De sortir de là où on est un peu, voir autre chose. Grâce au street football, en fait, ça nous fait sortir d'ici. Ma frappe, y'a personne qui l'arrête. Penalty, je souris au gardien. Des valeurs familiales, on vient tous d'horizons différents, on travaille dans des métiers qui n'ont rien à voir les uns avec les autres, et pourtant on arrive à s'unir par rapport à ça, le foot de rue. Le football, c'est une thérapie, ça permet d'évacuer, quoi. Ça va pas à la maison, on va jouer au foot, ça va pas même dehors, à l'école. Quand je vois tout ça, quand je vois des médias qui s'intéressent à nous, tout ça, je me dis waouh, quand même, on a fait du chemin. Oui, on me voit sur la photo avec Neymar, sur la droite. Au cas où, de toute façon, vous pouvez pas me louper. Alors c'est quoi ce signe? Ça, c'est la taureau, c'est le signe de l'équipe. Eh les gars, Neymar reste à Paris. Allez les Bleus! Le gars n'a pas envie de rester, ça se fait pas, t'es là tout content, il veut pas. Personne n'a envie de rester à Paris, il fait moche, il pleut tout le temps, moi aussi je veux pas rester à Paris. Moi franchement, tu me donnes 200 millions d'euros, mais ma parole que je reste où tu veux. Je joue FC Corée du Nord, qu'est-ce que tu vas faire? Tu me dis de pondre des œufs, ma parole, je ponds des œufs. Oui, Fadi, mais là c'est pas pareil. Le mec qui voulait vraiment partir en vrai de vrai, il a proposé de donner 20 millions d'euros de sa poche pour pouvoir se barrer, c'est quand même incroyable. Non mais, Fadi, si je te propose 20 millions d'euros, tu me laisses partir. Mais 200 euros, tu pars mon gars, tu voles. N'empêche que je trouve ça juste dommage de garder quelqu'un contre son gré, il ne veut pas être là. Non, Fadi, c'est pas contre son gré, il a signé un contrat, c'est un engagement. C'est comme toi et moi le jour où on s'est mariés. On a signé un contrat, je savais que je t'ai foutu, je savais que je t'ai bloqué. Mais c'est comme ça, je l'ai assumé, point. Là, on s'organise comment pour les 200 balles? Ce que je dis là, c'est que les supporters vont avoir la rage contre lui parce qu'ils savent qu'il veut pas rester. Donc il y aura une ambiance bizarre dans le stade. Non, tu vas voir, il va marquer un but, ça va se régler en 2 secondes. Eh Neymar, espèce de fils de... but, mais c'est un bon lui, on l'aime. Ah oui, c'est comme ça les supporters du PSG, on les connaît très bien. Mais imagine pour le punir, il l'emmène sur le banc de touche. À 3 millions d'euros par mois, le banc de touche, je le construis, frère. Excusez-moi. Les gars, moi, le banc de touche à 3 millions d'euros par mois, je le lèche avec mes dents. Je lui fais des massages. Je lui apprends l'anglais. Neymar, j'ai une solution pour toi, il fallait m'appeler depuis le départ. Escucha-mate. Tu vas voir les mecs du PSG, tu vas leur dire, bon les gars, pas de problème, je reste au PSG, mais sur la tête de ma mère qu'à partir d'aujourd'hui, je suis kiné. Voilà, qui va faire quoi maintenant? Bilal, vous avez 27 ans, vous avez grandi à Nanterre dans une famille de boxeurs. Votre frère Rida est entraîneur de boxe et votre autre frère Rachid est un ex-champion de France. À 16 ans, vous disputez votre premier combat en amateur et votre frère vous conseille d'arrêter pour jouer au foot. Il avait peur pour vous, il a peur que vous preniez des coups. 2013, retour sur le ring. 2 ans plus tard, vous passez professionnel après seulement 6 combats amateurs. Exploit. En 2018, vous devenez champion d'Afrique ABU au Maroc. Ce titre, c'est un véritable tremplin. Moi, c'est le moment où j'entends parler de vous. Sur les réseaux sociaux, vous êtes partout. Aujourd'hui, vous visez la ceinture internationale de la prestigieuse fédération de boxe anglaise WC International. Ça veut dire quoi être professionnel en boxe? Ça veut dire... Être professionnel en boxe anglaise en France, c'est beaucoup de sacrifices, c'est très très dur. La vie de boxeur, voilà, c'est une hygiène de vie. Financièrement, on n'est pas footballeur. Et après, voilà, mais on fait ça parce qu'on a la passion du sport et on aime ce sport. Sinon, je ferais pas ça, quoi. Gérard Darmon, qu'est-ce qui vous passionne dans la boxe? Parce que je sais que vous êtes un dingue de ça. C'est ce qu'il est en train de dire, puis c'est le dépassement de soi, c'est quelque chose de très très dur. Personne n'a envie d'être entre 4 cordes à essayer d'éviter les coups, parce que c'est quand même ça, et d'en prendre quand même malgré tout. Ça demande une concentration, une hygiène de vie, quand on connaît un peu... J'ai lu les trucs sur Tyson, et puis il y a quelque chose de mystique, hein, il y a le dépassement de soi, quoi. Il y a quelque chose... Voilà. J'aimerais qu'on parle d'un Afro-Américain très cher à mon cœur, c'est Michael Jackson. Michael Jackson, c'est une des personnes qui vous a le plus inspiré. Pourquoi? Ce que j'adore chez Michael Jackson, c'est qu'à mon avis, c'était un perfectionniste, un innovateur. Et quand on est recordman du monde ou quelqu'un comme Michael, il faut se lever tous les jours et penser à ce qu'on va faire ensuite. Donc, du point de vue de la performance, moi, je trouvais que c'était un super innovateur. Et puis, j'ai pu rencontrer Michael Jackson et Prince et tous ces grandes stars du showbiz et je leur ai demandé comment ils géraient leur vie.
Bon, bien sûr, moi, toute ma carrière n'a jamais été aussi gigantesque que celle de Michael. C'était la plus grande star du monde à l'époque. Mais j'ai aussi passé toute ma vie d'adulte en tant que figure publique. Donc je n'ai pas eu d'intimité depuis que j'ai 17 ans. Et donc je ne me rappelle même pas que c'est possible d'aller dans des endroits sans qu'on vous reconnaisse. Et donc je lui ai demandé comment il a géré tout ça et comment on veut faire les choses. Et l'une des choses qu'il m'a dites, c'est qu'il a parlé des fans. Et c'est ce dont parlent toujours les grands artistes. Et ce ne sont pas simplement des fans qui payent vos factures, c'est eux qui vous inspirent, qui vous rappellent aussi. Ça me rappelle les gens qui m'ont inspiré, comme Jesse Owens, ou bien des stars du showbiz ou des grandes personnes comme ça aussi, Aretha Franklin. C'était des sources d'inspiration et je me rappelle que quand des chansons sont sorties, ça me fait penser à des moments. Et les gens me disent, je me rappelle quand tu as fait ton dernier saut. Et ça m'a vraiment inscrit ça dans l'esprit. Et donc on trouve toujours une façon de faire le lien avec sa propre vie et avec ce que vous disent les fans. Quelle est la chanson de Michael Jackson que vous préférez chanter, Carl Lewis? Eh bien, ma chanson préférée, j'aime bien Beat It. J'adore Beat It parce que c'était tout, c'était pop, rock, j'adorais les riffs de guitare et c'est tout. Moi j'adore la musique, j'aime tous les genres de musique. Tu peux l'engrainer à chanter Beat It avec toi? Oui. Je sais pas si les paroles vont être claires, hein, mais... Beat it, beat it, beat it, beat it, nothing wanna get to me. Go ahead, Carl Lewis. Bon, après, je peux pas, là. Vous racontez une vraie réussite pour plein de gens qui ont grandi dans les quartiers. Et Camille, t'es allée dans le quartier où vous vivez encore, à Nanterre. Oui, on s'est retrouvés ce week-end, Bilal, on était avec vous, chez vous, à Nanterre, dans la cité Pablo Picasso, là où il y a les célèbres, on les voit, les célèbres tours nuages. Vous me l'avez dit quand on est arrivé, je risque de serrer des mains un peu à tout le monde, je suis assez connue dans le quartier, ça n'a pas manqué. Vos amis étaient là, ceux qui vous ont vu pour la première fois mettre des gants de boxe et ceux avec qui vous vous êtes entraînés en bas de ces tours, on regarde. Sim, ça va mon gars? Tranquille? Pourquoi vous vous cachez, les gars? Vous connaissez tout le monde. C'est ça, mais ils se cachent, il faut les timides. C'est ici où j'ai grandi, la tour juste derrière, c'est la tour de ma grand-mère, la maman de ma maman. Vous étiez où? Quel niveau, quel étage? 14e étage. 14e étage, et c'est là où on jouait un peu quand on était petit. Alors Laïd, c'est un grand frère. Je l'ai connu, il savait pas mettre les gants. Donc on essaie de... Il boxait mieux que moi avant. Voilà, donc, Ça va? Ça va toi? Ça va ou quoi? Un peu comme Obélix, il est tombé dedans quand il était petit parce que nous, on jouait pas à la PlayStation, on jouait à la boxe. C'était un jeu. Il n'y avait pas la notion de violence ou quoi, on jouait vraiment à la boxe. Vous boxiez avec lui quand vous étiez jeune? J'ai tenté deux, trois entraînements. Je lui ai mis quelques bleus dans les oreilles. Et aujourd'hui, vous tentez encore de boxer? Non, j'ai arrêté. On a essayé une fois, ça m'a fait mal. Vous nous faites un petit match. Ouais, là, on va faire un petit match 10 ans après. Ils ont trop les jambes. Ce qu'ils savent pas, c'est que j'apprends énormément, même à boxer avec mes amis en fait. Même s'ils n'ont pas un niveau extraordinaire, mais j'apprends aussi parce que je travaille d'autres choses, je tente des choses avec eux. C'est vos cobayes. Ouais, un peu, voilà, c'est mes cobayes, c'est ça. Les titres que j'ai pris là, c'est un peu grâce à eux. C'est le plus déterminé de sa génération en fait. Il est déterminé, il rêve et il croit en son rêve. Et pour lui, il est sûr de devenir champion du monde, donc c'est ça qui fait qu'il réussit et qu'il est invaincu aujourd'hui. Je vous ai présenté juste avant la pub comme champion du monde, parce que pour moi, vous le serez. C'est quoi le moteur de la détermination? Qu'est-ce qu'on va chercher en soi, en fait? À quoi on pense pour se dire, je ne peux pas baisser les bras, j'y arriverai? On pense à sa famille, à ses ressources, d'où on vient. Je pense que moi, c'est là où je puise ma force, c'est d'où je viens, là, on l'a montré, de Nanterre, mes parents, ma famille, mes amis. Et c'est ça qui me donne une force et de me dire, en fait... je peux pas m'arrêter maintenant. C'est bien beau, j'ai pris des titres. Voilà, j'ai été champion d'Afrique, champion WBC francophone, tout ça. Mais l'objectif de chaque boxeur, c'est d'être champion du monde. Et donc, je fais tout pour devenir champion du monde. Mais c'est tout ça, en fait, ça me motive pour arriver à ce titre-là. Repeat after you. Je répète après vous. C'est Carl Lewis. C'est Carl Lewis. C'est Click. C'est Click. Canal+. Canal+. 9-3. 9-3. On se retrouve dans un instant. Yes, that. Yeah, OK.
On se retrouve dans un instant sur le plateau de Click. Merci beaucoup, Karim. C'était Carl Lewis. Edgar Morin, est-ce qu'on peut parler d'amour? Mais je n'aime que ça. Mais voilà. Moi aussi, j'aimerais qu'on parle un peu d'amour. L'amour, on la voit dans vos souvenirs. Elle imprègne votre œuvre. Vous nous l'avez dit la dernière fois en interview, vous vivez pour Eros, qui représente l'amour chez les Grecs. Question très très simple. Quand on lit ce livre, on pense à toutes les femmes de votre vie. Est-ce que vous savez combien de femmes vous avez aimées dans votre vie? Écoutez, je ne fais pas de comptabilité. Il s'est trouvé que dans ma vie, peut-être j'avais un tempérament amoureux, c'est vrai, parce qu'une fois j'ai rencontré une jeune femme absolument superbe et je lui dis mais pourquoi es-tu venue à moi? Elle m'a dit parce que tu es un amoureux. Donc il y a quelque chose qui joue et qui vient, si vous voulez, de mon malheur initial, qui est la perte de l'absolu de ma mère quand j'avais 10 ans. J'ai éprouvé un grand besoin d'aimer et d'être aimé. Mais ceci n'est pas absolument condamnable. Est-ce qu'on est fait pour avoir un seul amour dans la vie? Les gens qui parlent de l'expression « c'est l'homme ou la femme de ma vie ». Mais si vous prenez mon cas, j'ai quand même 98 ans, et donc je me suis marié 4 fois, mais je veux dire que la première fois, ça a duré quand même 17 ans. Je ne sais pas du tout comme les vedettes d'Hollywood qui divorcent au bout de quelques mois. Hein. La deuxième a duré 15 ans. Et le troisième mariage s'est terminé par la mort d'Edwige, mon épouse, au bout de 30 ans. Et il s'est trouvé que j'ai eu cette chance, cette rencontre d'une personne qui me correspondait tellement, Saba, qui me correspondait sentimentalement et intellectuellement. Donc, si vous voulez, je ne suis pas un cavaleur du tout, mais c'est vrai qu'en 98 ans, il arrive pas mal d'aventures. Présenter deux jeunes femmes, l'amour est au cœur de leur œuvre, la réalisatrice et comédienne Afsia Herzi et l'humoriste Inès Reg. Comment ça va? Salut Inès. Salut. Salut Afsia Herzi. Salut. Afsia, on vous a découverte lorsque vous aviez 20 ans avec le film La graine et le mulet d'Abdelatif Kechiche. Ce film vous a permis de remporter le César du meilleur espoir féminin en 2008. 11 ans plus tard, vous réalisez votre premier long métrage présenté au Festival de Cannes en mai dernier à la Semaine de la Critique et qui a été récompensé au Festival d'Angoulême cette année. C'est un film qu'on aime énormément ici, que je vous conseille d'aller voir. Le titre du film est inspiré d'un poème de Frida Kahlo. Edgar Morin, est-ce que vous pourriez nous faire l'honneur de lire ce poème? Mais avec plaisir, c'est un très beau poème. Tu mérites un amour qui te pousse à te lever rapidement le matin et qui éloigne tous ces démons qui ne te laissent pas dormir. Tu mérites un amour qui te fasse te sentir en sécurité, capable de décrocher la lune lorsqu'il marche à tes côtés, qui pense que tes bras sont parfaits pour ta peau. Tu mérites un amour qui veuille danser avec toi, qui trouve le paradis chaque fois qu'il regarde dans tes yeux, qui ne se lasse jamais de lire tes expressions. Tu mérites un amour qui t'écoute lorsque tu chantes, qui te soutient lorsque tu es ridicule, qui respecte ta liberté, qui t'accompagne dans ton vol, qui n'a pas peur de tomber. Tu mérites un amour qui balayerait les mensonges et qui t'apporterait le rêve, le café et la poésie. Merci beaucoup. Qu'est-ce qu'il faut écrire quand on a envie de plaire à quelqu'un? Ou qu'est-ce qu'il ne faut surtout pas écrire? Vous nous posez la question à tous les trois. Moi, je suis une femme. Donc, moi, j'ai essayé de d'écrire. Je ne parle pas d'écrire des livres. Je parle d'écrire à des hommes parce que je voulais les séduire, en fait. Et j'avais entendu dire qu'il y avait des troubadours, non, qui se mettaient sous des balcons. Donc moi, j'ai toujours pensé que ça marchait comme ça. Et dès que j'ai mis ça sur un terrain comme ça de mots avec les hommes, ils sont partis en courant. C'est vrai? C'est ce que je dis dans le livre. Je dis, on ne peut pas ensorceler sans s'isoler. J'en suis absolument convaincue. Et je dis, un homme ne le peut pas davantage. C'est juste qu'il s'en rend moins compte. Et je pense que quand un homme
tous les deux, vous pouvez séduire, évidemment, j'en suis absolument convaincue, des femmes, mais si tout d'un coup, vous voulez mettre dans votre séduction votre art, à ce moment-là, comme par hasard, ça ne marche pas, en fait. Qu'est-ce qu'il ne faut surtout pas vous écrire, Sophie Fontanelle? Un plan cul, ça te dit, un truc comme ça. J'en étais sûr. C'est-à-dire que si le plan cul, il vient comme ça, par aventure, on ne va pas cracher dessus, mais qu'on me présente le cul comme autre chose que la vie, comme une chose qu'on va faire là, à part, moi, ça me fait flipper. Hein. Je vous jure, je préfère aller lire de la poésie chez moi toute seule. Mais Dream, qu'est-ce que vous écrivez, vous? Être naturel, je pense que c'est le plus simple, quoi. Je demande officiellement et solennellement à Eric Orsena, membre de l'Académie française, de nous rédiger un SMS type de séduction de première approche. Ça vous dirait Vancouver? Oh là, il est fort. Hein, trop fort, le mec. Ouais. Eh bien, je vous assure, il y a un taux de réussite satisfaisant. Edgar Morin, les souvenirs viennent à ma rencontre. J'aimerais qu'on fasse un tour dans le passé et qu'on aille faire un tour il y a quelques années en France où on posait la question à des Français dans la rue: à quoi ressemblera l'amour en l'an 2000? Tout se retourne, on ne sait plus qui est l'homme et qui est la fille. Le père jouera le rôle de la mère et la mère jouera le rôle du père, quelquefois. On n'aura pas un seul petit ami, je crois. On en aura beaucoup. J'espère que ce sera de mieux en mieux, que ce sera l'épanouissement de ce qui démarre en ce moment, c'est-à-dire la liberté. Et il n'y aura pas de l'amour en l'an 2000, ce serait plutôt un ordinateur qui distribuera plus ou moins L'amour, la sensation? Oui, la sensation. Vous y croyez, cet ordinateur qui distribuera l'amour, la sensation? Écoutez, que des gens se serviront de l'ordinateur en faisant le portrait robot de la personne qu'ils souhaitent, c'est sûr. Mais ils trouveront souvent la déception. Parce que les êtres sont tellement complexes, il ne suffit pas d'avoir un certain nombre de traits extérieurs pour que ça colle comme ça. Il faut une expérience de vie, il faut 1000 petits détails, 1000 petites choses de sensibilité. Donc, si vous voulez, on peut s'aider de robots, on peut s'aider d'Internet, on peut s'aider de tout ce que vous voulez, mais il y a une magie dans le fait que deux êtres, à un moment donné, s'accordent comme ça, et cette magie, elle est ni dans les robots, ni dans l'intelligence artificielle. T'as vu, Lamine, il a rencontré sa meuf sur un site de rencontre. En même temps, Lamine, il est un peu éclaté. Hein. T'as vu sa meuf ou pas? Elle ressemble à mon cousin de ouf, mesquine. C'est quand même vachement basé sur le physique, quoi. De quoi, les sites de rencontre? Ouais. En même temps, c'est vrai que ça, c'est pas cool. Ouais, parce que si toi et moi, on s'était basé sur le physique, on se serait peut-être pas mariés, tu vois. Non, mais on aurait même divorcé avant de se marier, je te le dis direct. Non, mais c'est possible. De toute façon, oui. aujourd'hui, moi, c'est ce qui me dérange un petit peu. C'est que tous ceux qui vont sur un réseau, en fait, c'est pour tirer un coup d'un soir. Ça, c'est pas cool. Et puis en plus, la moitié, vous montez tous sur vos informations. Vous êtes des mythos. Ça, c'est vrai. Ouais, c'est vrai. Comment tu sais, toi? Mais, et toi? J'ai lu un article sur une étude universitaire. Et puis de toute façon, je m'inscrirai jamais. J'ai pas envie de mettre ma photo sur ces trucs-là parce que je sais que je suis un peu mignon et que je risque de devenir un objet sexuel. T'inquiète pas, t'es à l'abri. Je dis juste qu'aujourd'hui, c'est plus une honte, quoi. Tout le monde le fait, c'est normal. Moi, je pense même que ça va devenir l'inverse. Moi, je pense que dans quelques temps, les gens, ils auront honte de se rencontrer dans la vraie vie. Je te jure, mais non, arrête, jure, tu l'as vu en vrai? Mais non, tu lui as dit ça va et tout. Les gens, c'était des fous avant. Moi, c'est ce qui me désole. Hein. C'est qu'avant, en vrai, ils n'avaient pas besoin de site de rencontre pour être en couple. Ouais. Tu vois, Roméo et Juliette. Louis XVI. Marie et Antoinette. Tu sais quoi, moi, je viens d'avoir une idée, en vrai de vrai. Il faudrait créer une appli de rencontre de ouf. Genre, tu sais, t'envoies de l'argent aux gens et ils viennent directement chez toi. Comme ça, plus besoin de mentir, plus besoin de draguer et tout. Cash, ils viennent tout de suite. Mais ça s'appelle de la prostitution, Hakim. Et une appli où quelqu'un vient chez toi pour te masser, ça passe, ça? Vas-y, viens, je vais te masser, toi, parce que tu vas comprendre. À Damasio, dans Les Furtifs, il y a une histoire d'amour. Aujourd'hui, les téléphones permettent, grâce à des applications de rencontre, qui sont drivées et dirigées par des algorithmes, de rencontrer l'amour. Qu'est-ce que ça va donner comme génération? Est-ce que ça va être de la pure reproduction sociale? Parce que est-ce que les algorithmes ne nous font rencontrer que des gens qui sont de même classe sociale? Ou est-ce que ça va créer du hasard? Ce qui est marrant, c'est que je regardais, toujours pour parler de ça, mais par exemple sur Tinder, ils expliquaient que l'algorithme ne maximise pas du tout ta recherche en réalité. Il comprend très vite le type de personne qui te plaît. Admettons que tu es hétéro et que tu regardes des filles. Il va voir que, par exemple, tu t'aimes bien les petites blondes, je sais pas, aux yeux verts, machin. Et il va pas te donner les petites blondes aux yeux verts. Il va te donner des gens qui te correspondent pas pour que tu passes le maximum de temps possible sur l'appli, tu vois.
Donc la récompense, là aussi, est aléatoire, c'est fait pour ça. Sinon, tu arriverais très très vite au profil que tu aimes bien, et ça donnerait, je ferme Tinder, tu vois. Voilà. Après, moi, je ne crois pas du tout au match. C'est-à-dire que je ne crois pas du tout que l'optique, une simple photo, ce que vous êtes en train de dire, c'est que déterminer les applications de rencontre font tout pour qu'on ait l'illusion de rencontrer quelqu'un, mais provoquent l'échec pour qu'on retourne utiliser leur application. C'est des choses vraiment que j'ai lues. Hein. Ouais, c'est des choses qui sont sciemment construites dans l'algorithme pour éviter... J'ai entendu dans le public, c'est pour ça que ça n'a pas marché. Non, mais c'est extrêmement... Voilà. Maintenant, je ne crois pas que uniquement pour des dimensions optiques, l'amour, c'est autre chose que de l'optique. Ouais. C'est une voix, c'est une présence, c'est une chaleur, c'est un parfum, c'est une odeur, c'est un goût, c'est tellement de choses. C'est un magnétisme, c'est un charisme, c'est une façon de bouger. Vous avez des images fixes et on vous dit, à partir de ça, vous allez déterminer... Moi, ça me paraît fou, quoi. Ouais. En tout cas, si tu es célibataire et que tu aimes Alain Damasio, on peut se parler. Flavia Herzi, comédienne et réalisatrice de son premier film. Ça s'appelle Tu mérites un amour. Bande annonce. Ça te dirait de prendre mon numéro, on va boire un verre, quelque chose? T'as déjà été amoureuse? Ah bah oui. Comment tu le sais? Il est parti faire le tour du monde et toi t'es resté dans ta dépression. Il doit être en train de se branler sous une yourte. J'ai plus jamais eu de nouvelles. Il disait pas. Qu'on s'est connus dans une autre vie, tout ça. Tu m'as dit ça toi aussi. J'ai envie qu'on se remette ensemble, je t'aime encore. C'est pas facile, hein. Je suis pas toi, moi. Tu fais quoi? Rien. Dans le film, votre personnage donc, vit une rupture amoureuse, mais reste sous emprise de son ex comme un fantôme. C'est ça. Est-ce que ça vous est déjà arrivé? Non. Non, mais j'ai beaucoup observé, ça m'a toujours intriguée, c'est pour ça qu'est né le film, la complexité de l'amour, en fait. Et justement, la rupture qui peut être vécue comme un deuil. Est-ce que la rupture, ça peut être un moteur créatif, comme ça l'a été pour Flavia Herzi et son film? Je crois, oui. Toutes les épreuves de la vie peuvent être des bons moteurs, mais dans un deuxième temps. Il y a aussi une temporalité propre. On commence par souffrir, éprouver un chagrin extrêmement fort, et puis après, on se demande ce qu'on fait de cette souffrance. Et on fait des livres avec des titres insupportables, comme ça a été rappelé à l'instant. Comme Rupture. Camille. Oui, Claire Marin, vous avez publié donc ce livre Rupture avec un S, parce qu'il n'y a pas que celle qui nous vient spontanément à l'esprit, la rupture amoureuse, il y a aussi l'exil, la maladie, le deuil. Vous osez dire que oui, une rupture, ça fait mal. Vous parlez de la violence du désamour, de la blessure narcissique. Vous écrivez la rupture amoureuse et démolition en règle de l'ego. Alors ce livre, ce n'est pas du développement personnel pour se remettre d'avoir été largué, c'est de la philosophie. Claire Marin, est-ce que dans le cas d'un amour nocif, comme c'est un peu le cas dans votre film, est-ce que c'est presque vital de rompre? Oui, je crois qu'il y a des moments où effectivement ça devient de l'ordre de la survie, de réussir à se dégager d'une relation qui nous détruit progressivement. Et on le voit bien effectivement dans le film à quel point ici il y a un jeu avec le fait de faire ressurgir l'espoir, d'y croire de nouveau, de tomber encore plus bas. Dans ces cas-là, effectivement, avoir des amis qui nous disent qu'il faut laisser tomber, c'est une bonne chose. Quarantenaire, comment être amoureux, comment vivre le meilleur moment. Avec une histoire d'amour. Et c'est aussi le sujet du spectacle, Emmanuel. Oui, c'est aussi le sujet du spectacle, ouais, bien sûr. C'est un gars qui se rend compte que... Alors c'est mon histoire, mais je parle de lui dans le spectacle à la troisième personne parce que ça concerne aussi pas mal de gens, comme tu viens de le dire. Un couple, c'est une histoire d'amour, c'est un combat. Moi, on m'a brisé le cœur quand j'avais 16 ans. C'était une histoire d'amour. Faut pardonner, faut sur passer. Laquelle j'ai trop... Celle qui marque sur laquelle j'ai trop compté. Et en fait, je ne m'attendais pas à ce qu'on me brise le cœur, pas du tout, comme quand on te brise le cœur. En fait, en général, tu ne sais pas. On ne te l'annonce pas avant, tu ne reçois pas un SMS pour te dire attention, c'est là, dans les 15 jours, 3 semaines. Pas du tout. Et parce qu'elle avait découvert les terminales. On était en 3e, on est sortis ensemble. Elle a vu la gueule des terminales et elle était avec un con qui s'appelait Franck. Du coup, après, je dis ça. Ouais, Franck, je sais pas
parce qu'il vient sur la... Et vous savez que sans déconner, il m'arrive de penser à lui. Il m'arrive de me dire, tu vois, genre quand je rentre sur la scène de l'Olympia ou quoi, je fais « Et qu'est-ce qu'il fait ce con aujourd'hui ?» Bref, et du coup, j'essaye en fait de ne plus jamais avoir mal comme j'ai eu mal à l'époque. À l'époque, j'ai eu tellement eu de peine que cette fille me quitte que ma mère m'a envoyé en pension parce qu'elle m'a dit, en Afrique du Sud d'ailleurs, parce qu'elle m'a dit, il n'y a que ça pour te sauver. C'est pas une punition, je fais ça pour te sauver parce que cette fille est en train de tuer mon fils. C'est dingue, non? Et donc, du coup, le couple aujourd'hui, c'est effectivement ce combat quotidien où même quand tu crois que tu as bien fait, c'est pas trop bien fait, et en même temps, ça donne tout le charme du truc et les aspérités qu'il faut à une vie à deux pour qu'elle ne soit pas monotone, en tout cas le moins possible, et surtout pour qu'elle reste, qu'il faut tenir jusqu'au bout. Dave, les études, c'était pas votre truc. Vous rêviez de devenir chanteur, et en 71, vous rencontrez Patrick Loiseau, c'est l'amour, et 3 ans plus tard, il vous écrit ça. Et Dave, 48 ans plus tard, vous êtes toujours là et vous êtes toujours amoureux de Patrick Loiseau. 48 ans. 48 ans. Ouais. Comment est-ce qu'on reste 48 ans avec la même personne? Je veux bien vous le dire, mais normalement, quand je fais des conseils matrimoniaux, je me fais payer. Non, je pense que je n'ai pas de secret des couples non plus, mais il faut déjà... J'aime une expression française qui est très juste, c'est les atomes crochus. Si tu tombes là-dessus, que ce soit une femme ou un homme, si tu tombes sur quelqu'un qui vraiment est ta moitié d'orange, comme on dit chez Platon et chez Jean-Louis Bory, qui est d'ailleurs le titre d'une de mes chansons, il faut tout faire pour que ça dure. Et pour que ça dure, il faut avoir la main verte, parce que le couple, c'est comme une plante. Il faut l'arroser, mais pas trop, il ne faut pas le noyer. Et je crois que les mots-clés, c'est un peu comme un artiste sur la scène. Les 2 mots-clés pour un artiste sur scène, c'est donner et surprendre. Il faut toujours surprendre. Vous dites à votre femme tout à l'heure, on va prendre le train pour Venise. Vous allez voir, votre couple va durer encore bien longtemps. Parfois, lorsque tu es près de moi, j'aimerais pouvoir dire tout ce que je ressens pour toi. T'avouer mes sentiments que je cache depuis si longtemps. Mais tu sais, je ne sais pas. Tu sais combien tu es important. Tu es tout ce qui manquait à ma triste vie d'avant. Je crois que je suis enfin prête à me livrer à toi en te disant, tu sais, tu es comme mon frère. Une belle histoire d'amitié fraternelle, un confident, pas un amant vulgaire d'un soir, relation innocente. Une belle histoire d'amitié fraternelle. Tu es comme un frère, amitié solennelle, relation sincère. Ne pas dire fontaine, je ne boirai jamais de ton eau. Histoire d'amitié fraternelle. T'es comme un frère, amitié solennelle, relation sincère. C'est dommage, moi j'aurais voulu peut-être imaginer être autre chose T'es pure. un frère. Mon frère. C'est bon? C'est bon? J'y vais. Salut, merci. Amitié sincère. Géraldine. Amitié sincère, c'est un morceau qui parle de ce qu'on appelle la friend zone. Exactement. C'est magnifique. La Vous connaissez- loose zone aussi. Voilà. Vous la connaissez, la friend zone? Je l'ai évité le plus que je pouvais. Ouais. Et malheureusement, je l'ai fréquenté. Parce qu'on n'en revient jamais. Ah non, ça, il y a toujours un moment de friend zone. Inès, Kevin, c'était un coup de foudre? Non, c'était pas un coup de foudre.
Mais maintenant, je l'aime. Mais je t'ai répondu avec mon cœur, t'as vu? Oui. J'aurais dû faire une réponse, oui, bien entendu. Mais non, je l'aime très fort aujourd'hui, mais avant, c'était mon meilleur pote. Et je me voyais pas du tout me mettre avec lui. Il a réussi à sortir de la friendzone. Mais grave. Et Respect, ouais. mec. Respect, Kevin. Il a réussi. Mon cœur, Quoi? on sort ce soir. Bah si tu veux, mais tu veux faire quoi? Aller manger dehors. Tu veux aller, je sais pas, McDo, tacos? McDo, Kevin? Bah ouais. La veste que j'ai sur moi, Zara, 35 €. Le débardeur Mango, 20 €. Le pantalon, 25 €, Uniqlo. La tablette pour mettre des paillettes sur mes yeux, 65 €. Et tu me proposes un McDo à 10 balles? Les calculs sont pas bons, Kevin. Ah si, y a plus de... C'est quand tu vas mettre des paillettes dans ma vie, Kevin? C'est quand? Où est-ce qu'on habite, Kevin? Je veux des moulures au plafond, Kevin. On habite dans le 9-3, c'est ça que tu m'offres? Oui, bah gagne plus d'oseille. Kevin, tu me dis bien. Vous travaillez avec Kevin. Oui. Parce qu'en fait, Kevin existe vraiment. Oui. C'est votre mari, mais aussi votre C'est co-auteur. ça, c'est aussi mon co-auteur. Kevin fait de la scène aussi. Ouais. Il fera ma première partie pendant mon spectacle. Il est bienvenu pour faire son pestacle ici. Voilà, effectivement, je suis le fameux Kevin de la vidéo. Pour vous expliquer un petit peu l'envers de cette vidéo, ça fait 4 ans avec Inès qu'on fait des vidéos. 4 ans que dans chaque vidéo, tu sais, j'essaye de passer ma tête pour gratter son buzz. Tu sais, je suis comme ça derrière. Ouais, vas-y, recadre un peu. Ouais, super. Ouais. Et écoute-moi bien, la seule vidéo qui marche, je suis pas dedans. En vrai, on me dit souvent qu'être ensemble tous les jours avec son mari, faire le même métier et tout, c'est pas bien, enfin, c'est compliqué et tout. Et ben, pour l'instant, tout se passe très bien. Pour et vous, je vous prenez kiffe. jamais la tête, ça se passe bien. Ah non. Ah non, ça va. Par contre, il faut que je le dise, parce que souvent, les gens, ils pensent qu'on a un couple genre modèle, couple goal, tout ça. Comment on s'arrache à la maison. Je tiens à vous le dire, hein, parce que c'est la vraie vie. On s'aime, mais en fait, on s'aime tellement que des fois... Tu vois? En plus, moi, chaque matin, quand je me lève, à côté de moi, je vois pas une personne aimante. Tu vois, moi, je vois un concurrent que je dois éliminer. Tu vois, je jure que ça, c'est pas possible. Tu sais, des fois, j'entends des voix quand on prend des escaliers. Tu sais, j'entends des petites voix qui me font pousse là, pousse là. Tu sais, quand je me retourne, je me rends compte, c'est pas une voix, c'est ma mère qui est derrière. Vas-y, pousse. Et là, j'ai pris mon courage à deux mains et je lui dis, t'as 35 ans, tu peux pas te mettre en coloc. Mais bien sûr. Il faut avoir des objectifs dans la vie. Tu fais comment sinon? Mais elles réalisent pas, tes copines, que t'as toujours raison. Bah ouais, je sais. T'as vu le prix, frérot? Mais gros, je savais même pas que les chiffres, ils allaient jusque-là. J'espère que t'as kiffé, parce que c'est le dernier repas solide de 2019. Hein. Là, je te préviens, il va falloir économiser chaque nutriment qu'on a ingéré ce soir. Je m'en bats les couilles, on partage. Avec la meuf? Non, avec le serveur. Mais il faudra pas. Bon, on partage avec la meuf, alors. Mais non, alors, ça non. Pourquoi on peut pas faire ça? Moi, je suis un féministe, hein. Alors quoi, parce que c'est une femme, elle peut pas payer? Écoute-moi bien, elle a pas besoin de toi et ta masculinité toxique. Putain, t'en as pas marre de ce patriarcat de merde? Mais c'est son anniversaire! Mais l'anniversaire, c'est pareil, c'est des fêtes commerciales, ça, espèce de victime du capitalisme. Putain, tu me dégoûtes. Mais depuis quand t'es proche de ton argent, toi, comme ça? Écoute, c'est mon argent, hein, je fais ce que je veux avec. Mais c'est ta meuf! Eh ben, c'est ta meuf à toi aussi. T'as qu'à payer, toi, si t'es si amoureux que ça. Mais je veux bien, mais tu veux pas me donner les codes de la carte bleue? Alors, déjà, la carte, elle est pas bleue, elle est gold, hein. Et puis, non, je te donnerai pas les codes. Parce que toi, je te connais. Tu vas dépenser tout mon fric dans des conneries. Mais c'est mon fric aussi, je te rappelle. Bah oui, bah c'est ton fric, c'est ta meuf, tu veux pas mes vêtements aussi, hein. Écoute-moi bien, on va payer et ça nous fait plaisir. Tu comprends ça ou pas? Monsieur. Oh, excusez-moi, tenez ma gold. Non, mais elle a payé déjà. Hein. Quoi? Et elle est partie aussi. Qu'est-ce qui s'est passé? Je vous ai apporté l'addition. Là, vous avez figé comme un tétard. Après, vous avez marmonné des trucs sur le féminisme. Je vous avoue qu'on n'a pas trop compris. Et combien de temps j'ai figé? Un bon 45 minutes. Hein. On s'est inquiété. Hein. Et franchement, si c'était trop cher, fallait nous le dire. On aurait partagé. Non. Bah non, t'es contre. Eh Dédé, il est vraiment con, lui. Tenez, c'est votre femme au téléphone. Ah ouais? Bah non, oh t'es con 2 fois. Hein. Elle est 2 fois con, Dédé. Edgar Morin, quelle est la plus belle chose que vous ayez entendue d'une personne dont vous étiez amoureux? Qu'est-ce qui m'arrive? Des paillettes dans ma vie, des moulures au plafond. Ce que je veux, c'est briller la nuit. Ne fais pas le con. Mais c'est quoi les paillettes que vous aimeriez qu'on vous mette dans la vie? L'amour sincère. Oui. La tranquillité, l'amour sincère, l'apaisement, voilà. Un peu d'humour et de légèreté, comme ce ouais. soir. Oui. On en a besoin. Ouais, c'est ça. Une vie de kiff. Juste le kiff. Est-ce que vous vous souvenez des premiers mots d'amour que vous avez écrits tous les trois? Moi, je me souviens.
J'avais fait sur une petite feuille comme ça. Est-ce que tu veux sortir avec moi? Crois, oui ou non. Papier. Vachement bien. Tu vois, à la trappe. Vachement bien. C'est qui a écrit ça? Et la réponse? Après, elle a marqué non, faites circuler, tout le monde voit, tout le monde rigole. Tout le monde rigole. Le papier, il arrive, de toute façon, je le fais passer, c'est pas moi. Et voilà, ça fait. Eric Persona, vous savez, premier mot d'amour? Oh, moi, c'est pour ma maman, parce qu'elle me racontait des histoires. Et puis, je lui ai dit, à un moment donné, pour que tu te reposes, c'est moi qui vais te raconter une histoire. Et ce jour-là, je devais avoir 6 ans que je suis devenu écrivain. Et dans cet album, il a écrit une chanson pour votre maman qui s'appelle Loin devant. On écoute. Je te demande pardon pour toutes mes crises, ça n'a pas été toujours facile, je m'en veux tellement, je t'aime. Rien n'est impossible, j'ai appris à garder ça en mémoire. Est-ce que votre maman a écouté ce morceau, Némi? Non, pas encore. C'est compliqué d'aborder. Moi, je suis quelqu'un qui n'aime pas non plus trop m'étendre sur les vraies émotions et souvent on se planque derrière la musique, derrière la technique, pour éviter d'aborder des sujets sensibles. Et je voulais faire un morceau à portée, sans prétention, à la portée de ma maman. On est de tradition orale, mes parents ne savent pas lire et écrire. On n'en fait pas assez pour sa mère, ça c'est rien, c'est 1%. Caméra. Il y a votre maman qui regarde la télé. Mais non, ça va pas. Ah oui, pardon. non, mais là, j'ai cru qu'il allait dire caméra, il y a ta mère qui débarque. Un message à votre maman, Némir. Maman, je t'aime. Wallah que je suis dans la télé, c'est véridique. Mais pas la main, tu réussiras pas à me toucher. Merci pour tout. C'est vraiment pas assez, c'est que le début. Je t'aime. Voilà. Tout pareil à ma maman. Merci de nous avoir suivis. On se retrouve dimanche pour partager les meilleurs moments de Click. Je te remercie maman pour l'éducation, c'est toi qui m'as porté, mais avec passion. Je me sens dans tes bras comme en lévitation. Quand tu parles, je pleure dans la cour de récréation. Oui, seul je t'ai vu te battre, dire que tout va bien malgré tout le mal. J'ai manqué de rien, mener une vie normale. Pourtant je sais qu'on n'avait pas trop de mal. Tu m'as dit le ciel est ta limite, on fait pas qu'on me croit en tes rêves. Je faisais le tour de la ville assis sur mon vélo, j'attendais l'été, les vacances au bled. Je te demande pardon